Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, vous l'avez entendu lors de ma conversation avec Benoît, ce soir 1 heure d'émission, un petit peu plus d'1 heure, consacrée à vos témoignages. Si vous avez vécu quelque chose qui vous semble être du domaine du paranormal, eh bien cette émission, vous le savez, est pour vous. Cette émission est à votre disposition. Morad est au standard pour recueillir vos appels et vous passer à l'antenne. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 0826 300 300, 0826 300 300. Notre standard est ouvert pour vous écouter et répondre à vos questions. 2 invités qui sont maintenant des habitués de cette émission des Aventuriers de l'étrange. Je veux parler de Renaud Évrard. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Je rappelle que vous êtes étudiant en Master Pro Psychologie Clinique, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, Bravo. Et que vous êtes membre du GE IMI. Vous allez avec nous donc nous aider à répondre aux questions que ceux et celles qui nous écoutent se posent et leur donner peut-être quelques pistes de réflexion. À vos côtés, Pierre Massias. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Pierre qui collabore à cette émission depuis le début. Pierre qui également est le webmaster d'un site que je vous recommande, très complet dans le domaine et une référence dans le domaine du paranormal, c'est psyland.org, P-S-I-L-A-N-D, psyland.org, O-R-G. Le site se porte bien et toujours à l'antenne, hein. Toujours à l'antenne, j'essaie de le tenir à jour. Il l'est, je sais, de toute façon. Alors vous le savez, vous pouvez nous joindre également par le biais des SMS. Pour ça, c'est simple. Vous tapez sur votre portable le mot Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, votre commentaire et vous nous envoyez le tout au 71 200. Les SMS arrivent directement sous mes yeux sur un écran de contrôle que j'ai juste à côté de moi. Donc, je me ferai un plaisir de les lire et de les donner à l'antenne, évidemment. Si vous avez des questions comme celle que nous a posée un certain Serge qui nous a envoyé un email sur quelque chose qu'il a découvert chez lui, que son ex-femme aurait déposé sous son lit, enfin plusieurs endroits dans l'appartement. Vous saurez, je vous poserai la question parce que je ne sais pas si mes invités ont la réponse, mais peut-être que l'un ou l'une d'entre vous a cette réponse. Et bien à ce moment-là, vous nous appellerez pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, avant la fin de l'émission, j'aurai le plaisir de recevoir en direct dans ce studio un journaliste, un réalisateur, Grégory Gutiérrez, qui viendra nous rejoindre pour nous dire où en est le documentaire qu'il a tourné sur Maud Christen et puis également sur ses recherches documentalistes et journalistiques dans le domaine du paranormal. Voilà, 0826 300 300, je vous le rappelle, c'est le numéro de notre standard qui vous est ouvert jusqu'à minuit. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Notre premier témoin ce soir nous appelle de Carcassonne, une très belle ville. Gilles, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange. Alors vous avez plusieurs choses à nous raconter, des choses qui vous sont arrivées à vous et d'autres qui sont arrivées à votre frère qui est décédé, je crois. Hein. Mon frère est décédé, mon frère est décédé, il était médecin, il était cancérologue. Ouais. Et son âme. Il lui est arrivé des choses assez étonnantes. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous racontiez ce que vous avez vécu, vous. Il s'agit d'une histoire d'un miroir. Ça s'est passé il y a combien de temps, d'abord ? Oui, il y a à peu près une vingtaine d'années. Oui. Dans quelles circonstances, alors ? Racontez-nous. Dans quelles circonstances on habitait une maison depuis 7 ou 8 ans, à peu près. Ouais. On avait installé un miroir qui faisait à peu près 1 mètre 20 par 1 mètre 50 à peu près. Ah oui, un miroir conséquent donc, oui. Oui, assez conséquent. Et il était installé depuis le départ, hein ? Oui. Et oui, ça faisait déjà bien 5 ou 6 ans qu'il était installé. D'accord. Et le soir où la grand-mère de mon épouse est morte, ce miroir s'est cassé en deux. Il s'est littéralement fendu durant la nuit ? Oui.
Oui, on prenait le souper le soir et puis prendre le petit déjeuner au lendemain. On s'est rendu compte que le miroir s'était fendu en deux. Ouais. Quand est-ce que, par rapport à cet événement, vous avez appris que la grand-mère de votre épouse était décédée? Par un coup de téléphone le lendemain matin. Mhm. Et on s'est rendu compte que c'était ce jour-là que... Cette nuit-là, vous voulez dire que que la grand-mère de votre épouse est décédée? Oui. Oui. Ouais, elle est décédée ce jour-là. Hein. Ouais. Et ce miroir était installé là depuis combien de temps? Oh, depuis 5 ou 7 ans à peu près. Ouais. Et évidemment, enfin, je me dois de vous poser ces quelques questions pour qu'on comprenne bien. Ce miroir, vous ne l'aviez pas déplacé un petit peu avant. Enfin, je veux dire. Il était bien en place depuis lors. Et puis il n'y avait pas de souci à se faire de ce point de vue-là. Ouais. Il n'y avait pas d'humidité qui a pu faire jouer le bois, le cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas de. Non, parce que c'était une vieille construction. Hein. Ouais. C'était une maison C'était une maison qui servait aux artisans et aux ouvriers pour les vignes, etc. Donc c'est. Oui, une vieille maison qui bougeait plus, quoi. Je veux dire. C'est ça. Non, elle avait plusieurs siècles de ce point de vue. Là, je me tourne vers, pour commencer, Renaud Évrard, pour avoir un premier sentiment. Renaud, qu'en pensez-vous? Est-ce que on peut établir une corrélation entre le décès de ce parent proche et ce miroir qui s'est fendu? Parce que le miroir, c'est très symbolique, finalement. Hein. Oui, alors j'ai pas trop saisi si le miroir avait un lien direct avec cette grand-mère, parce que j'ai peut-être mal compris l'histoire. Mais c'est vrai que, vous pouvez peut-être déjà me répondre à ça, en fait. Oui. Est-ce que ce miroir avait un lien direct avec la grand-mère de votre épouse? Est-ce que c'est elle qui lui avait offert? Oui, de chez elle, oui. Ah, il venait de chez elle en plus. Oui. C'est un miroir qu'elle vous avait offert et que vous aviez installé dans votre maison. Oui. D'accord. Renaud? D'accord. Là, ça me semble un peu plus... ça me semble une histoire différente. Ouais. C'est un événement qu'on peut dire qu'il est survenu par hasard, qu'on a du mal à expliquer, mais effectivement, il y a un lien qui est au moins perçu par la personne. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un cas assez fréquent où se trouve dans l'environnement ou dans des objets qui font lien, qui représentent la personne que va se dérouler le phénomène. Si phénomène il y a. Oui. Donc là, on peut on peut établir une corrélation entre ces deux événements. Oui, d'une certaine façon, oui, je pense. Oui. Pierre Macias. Oui, c'est effectivement le genre de phénomène que beaucoup de personnes vont rencontrer. Ici, le miroir qui appartient à la grand-mère. Dans d'autres cas, ça peut être des montres. Ouais. On peut évoquer aussi des apparitions au moment du décès, ou avant ou après. Ça fait partie en fait de l'ensemble des événements qui vont poser les questions que se pose la parapsychologie à l'heure actuelle. Sans y apporter de réponse forcément, évidemment. En apportant des directions de compréhension, pas des réponses, pas des explications formelles bien établies, mais des directions intéressantes de compréhension de ce genre de phénomène. Mais ce genre de phénomène n'est pas, ce qu'a vécu Gilles et son épouse n'est pas un phénomène unique, quoi. C'est ça la question. À fait. Non, c'est loin d'être un phénomène unique, en fait. Ouais. Vous en avez parlé un petit peu autour de vous, Gilles. Est-ce que vous en avez parlé à des proches en leur disant tiens c'est marrant la nuit où on n'a pas parlé outre mesure de la chose. Oui. J'ai eu d'autres cas qui étaient dont je vous ai parlé, qui étaient plus probants, vous voulez dire. Oui. Ouais. Alors, parlons justement de ces deux autres cas. Alors là, qu'a vécu pour le coup votre frère
Hein. Donc, je le rappelle, votre frère est décédé. Il était cancérologue, donc scientifique d'un très bon niveau. Et lui, pour bien comprendre ce que vous allez nous raconter, a vécu des je ne sais pas comment on peut appeler ça on appelle ça des rêves prémonitoires. Des rêves prémonitoires. Ouais. Oui, c'est ça, des rêves prémonitoires. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que vous avez vécu, votre frère et vous êtes breton d'origine, hein? Oui. D'accord. Alors, racontez-nous le premier rêve, un premier cas que vous m'aviez rapporté concernant un marin. Eh bien, nous allions depuis des générations, c'est-à-dire mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon frère et moi à la pêche avec un vieux pêcheur en mer en Bretagne qui s'appelait François. Ouais. Et bon, je vous donne pas son nom de famille parce que... Oui, François suffira. Voilà, ouais. François suffira. Et mon frère a rêvé un soir où il était en train de réviser des examens de médecine, puisqu'il était en train de passer des examens de médecine. Il a rêvé que il voyait ce pêcheur sur son bateau, lui demandant de sauter dans la mer, en lui demandant de nager au plus tôt vers le rivage. Vers le rivage, et se retournant, et il a vu le bateau s'enfoncer, et François s'enfoncer dans la mer. Et cette nuit-là, François est mort. Et est-ce que ce vieil ami pêcheur est mort au large, ou est-ce qu'il est mort Non, il est mort dans son lit ce soir-là. Ouais. Et mon frère a eu des vapeurs, il était pas bien, il s'est senti très mal, il a tout consigné sur ce qu'il était en train d'écrire son rapport pour un mémoire peut-être, ouais. Pour ses examens. Pour son examen de médecine, Et il a vraiment très mal subi. Et puis on a appris 6 mois plus tard que François était mort ce jour-là à cette heure-là. Ouais. Et là, est-ce qu'il était donc il était en train de réviser, c'est-à-dire qu'il était réveillé et ça lui est tombé dessus comme ça, quoi. Il a eu ça dans l'esprit. Non, il était endormi. Il s'est réveillé au milieu de la nuit avec des sueurs froides, épouvantables, et il a consigné ça par écrit parce qu'il avait eu peur de son rêve. Ouais. Là, Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut parler vraisemblablement de rêve prémonitoire? Oui, mais en même temps, si c'est vraiment à l'heure exacte et tout ça, beaucoup de parapsychologues associeront ça plutôt à une clairvoyance produite en rêve, mais bon, ça c'est pas vraiment un souci. Mais c'est vrai que déjà, c'est un bon réflexe de... Pardon? Je dis, il a consigné l'heure et la date. Oui, c'est ça qui lui a permis de faire le rapprochement et de s'apercevoir que c'était à ce moment-là que François était mort. C'est un très bon réflexe. Mon frère était étudiant en médecine, c'était pas un abruti. Et bon, il a été tellement choqué par la chose qu'il a consigné l'heure et la date. Oui, tout à fait. Il a eu un excellent réflexe. Oui, c'est vrai, mais beaucoup de personnes ne le font pas, de consigner justement ses rêves pour évaluer les rêves comme ça qu'il aurait pu avoir et qui sont... D'un autre fait que j'ai pu
dont j'ai pu faire mention. Hein. Oui, on en parlera tout à l'heure de ce deuxième rêve prémonitoire qu'il a fait, mais d'abord celui-ci, Renaud, le fait que le frère de Gilles ait ressenti cette chose aussi forte, comme vous disiez, c'est plus de la voyance que du rêve prémonitoire finalement. Oui, mais bon, c'est vraiment, il y a pas vraiment de frontière fixe entre les phénomènes. C'est-à-dire que là, on a un vrai ressenti. Et ce qui est bien, c'est le caractère d'observation qui est pris par la suite, d'objectivation, qui si c'était vraiment un réflexe chez tout le monde, ça permettrait d'évaluer la quantité de rêves, la probabilité que ce soit vraiment un rêve prémonitoire et pas simplement un hasard. Mm-hmm. Mais ce qui avait pu être fait déjà, c'est dès le début de la recherche en parapsychologie, une société anglaise a lancé un énorme sondage de toute la population pour savoir des personnes qui rapportaient justement avoir vécu comme ça, par voyance, la mort d'un proche et par prémonition. Et en fait, ils ont eu une quantité de témoignages de ce type avec le même type de ressenti et où on va en parler à quelqu'un, on l'écrit, on fait quelque chose qui fixe clairement la date, quoi. Qui laisse une trace. Et ils ont évalué, c'est une probabilité assez importante. Il aurait fallu que qu'il y ait 14 000 morts ou 14 000 personnes qui disent avoir vécu ce truc sans être associées à une véritable mort pour chaque association véritable en fait. Je sais pas si on a suivi ce que j'ai dit, mais à peu près grosso modo. Grosso modo, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois exceptionnel, mais à la fois c'est un des phénomènes les plus courants des prémonitions ou voyances avec associé à une mort d'un proche ou d'une personne liée affectivement. Oui. Gilles, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Non, mais si vous voulez que j'ajoute juste une petite chose, bien sûr. sans vouloir être apostème ni poniquesse, je voudrais simplement signifier à ce monsieur que mon frère, il a eu affaire à une espèce de gourou, de mec qui casse des bouteilles sur le ventre des gens et des trucs comme ça. Et moi j'ai vu ce type lui casser au moins 250 bouteilles à coups de masse et de marteau sur le ventre, sans qu'il ait la moindre cicatrice ni moins la moindre trace qui soit restée, la moindre entaille. Quoi que ce soit. Ouais. Bon, alors le copain gourou, il s'est pendu depuis. Ça c'est autre chose. C'est un problème. Mais c'était quand même, il était quand même un peu particulier. Mais enfin, en tout cas, en ce qui concerne le rêve prémonitoire de votre frère, c'est quand même un phénomène qui n'est pas unique, mais qui en même temps est exceptionnel pour toutes les personnes qui le vivent. C'est vrai. Mais il a pas fait que celui-là de rêve prémonitoire. Oui, je sais. On va parler d'ailleurs d'un autre rêve dont vous m'aviez. Attendez, Gilles, juste. Oui. Il n'y a pas de problème, hein. Non, mais on ne met pas en doute votre parole, Gilles. Loin de là. Non, mais juste. Moi, je vous dis que ça c'est. Oui, non, mais. Point barre. Non, mais Gilles, rassurez-vous, on vous croit et on vous dit que, au contraire, c'est un rêve exceptionnel et qui est un rêve prémonitoire. Grégory Gutiérrez, qui est en notre compagnie, je vous ai dit qu'il interviendrait tout à l'heure en fin d'émission. Vous vouliez rajouter quelque chose concernant ce beau témoignage que nous livrons, Gilles? Oui, en fait, Renaud Évrard a très bien résumé aussi ce que je comptais dire. Je vais peut-être compléter un tout petit peu. Effectivement, cette espèce de rêve prémonitoire qu'on vient de nous raconter est vraiment emblématique des cas qui avaient été étudiés à la fin du 19e siècle en Angleterre par des universitaires qui faisaient partie donc de la SPR et qui avaient réuni en tout, après plusieurs milliers de cas de ce genre qui étaient tous investigués les uns après les autres, on avait réuni 600 ou 700 différents qui étaient vraiment très bien attestés. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour donner une illustration, si ce rêve du frère de Gilles avait été comptabilisé à l'époque, il serait allé enquêter, retrouver la page sur laquelle il avait noté son rêve, lui poser
poser peut-être des questions aux voisins qui auraient peut-être entendu la personne se lever, vérifier les témoignages, une véritable enquête. Une véritable enquête de détective. De détective qui avait mené à cet énorme livre qui est un des livres fondateurs de la métapsychique et de la parapsychologie qui s'appelait Phantasm of the Living en anglais, qu'on avait traduit en français par les hallucinations télépathiques, et qui avait forgé le concept de télépathie, c'est-à-dire d'impact à distance au moment de moments graves, les risques de mort d'un frère ou ce genre de choses, etc. Juste pour préciser une chose, la SPR, c'est la Société pour la recherche en psychique, quoi, la Society for Psychical Research. Voilà, très bien. Juste alors, une petite précision. Juste l'intéressant aussi, c'est que le témoignage de Gilles montre que, en tout cas semble, il faut toujours utiliser des guillemets dans ces cas-là, montre que ce genre d'occurrence est encore valable de nos jours. Simplement, de nos jours, on n'a plus des universitaires riches et patentés qui peuvent passer des années et des années à travailler sur ces sujets-là sans demander de subside à tel ou tel laboratoire. Et donc, ce genre de recherche aujourd'hui est beaucoup plus recherche sur les cas spontanés et beaucoup plus difficile à mener de nos jours qu'auparavant. Pierre Massias. Oui, personnellement, j'aimerais revenir sur le phénomène de voyance. Et j'aimerais, si Renaud pouvait me confirmer l'idée que je vais avancer. En fait, là, on a un cas typique d'une voyance qui met en évidence le phénomène lui-même, l'acquisition d'une information. Je reviens là-dessus parce qu'on en avait parlé dans les semaines précédentes. Et là, ça me semble vraiment être typique. On a l'acquisition d'une information qui est la mort d'un ami. D'un ami très proche, vraiment quelqu'un de très très proche, Tout à fait. Et cette acquisition d'informations est située dans un rêve où on met en scène, où il est mis en scène un chavirage, un décès en mer, un bateau qui coule, alors que cet ami est décédé dans son lit. Donc là, ça me semble vraiment typique pour relever le fait que dans un phénomène de voyance, un phénomène de prémonition, on va avoir l'idée d'une histoire, d'un événement dont une partie sera effectivement exacte, objectivement, parce que ça représente le point fort, et une partie qui sera floue, qui sera interprétée, qui sera restituée dans le contexte pour donner sens à ce phénomène. C'est-à-dire que le cerveau va acquérir une information et il va la transformer pour que celui à qui appartient le cerveau puisse la comprendre. Voilà, plutôt que de le traduire en un décès dans un lit, on le traduit dans un décès en mer, ce qui est cohérent puisque c'était un marin. Oui, c'était un marin avec lequel ils allaient taquiner le ton, comme m'a dit Gilles lorsqu'on a préparé cette émission, depuis qu'ils étaient tout petits, quoi. Donc c'était vraiment quelqu'un de très très proche d'eux, quoi. Voilà, c'est. Gilles, j'aimerais que maintenant vous nous racontiez le deuxième rêve prémonitoire dont on avait parlé, qui concerne là, cette fois-ci un tout autre sujet qui s'est passé dans un restaurant universitaire. Oui, c'est un rêve prémonitoire qu'a eu mon frère aussi, deux ou trois jours avant que se produisent ces effets. Et il a rêvé et ça. C'est un rêve qui l'a secoué sauvagement au milieu d'une nuit, donc il l'a consigné par écrit aussi. Et il a rêvé qu'il voyait des Asiatiques qui étaient en train de se battre sauvagement à coups de sabre. D'accord. Et bon, 2 jours après, ça s'est passé dans les années 80, 85 à peu près. Et ça vous pourrez contrôler par voie de presse que au restaurant universitaire Sancier d'Aumenton, il y a eu une bagarre féroce entre deux communautés asiatiques qui étaient, je sais plus si c'était vietnamiennes ou... Et ils se sont battus au sabre. Au sabre et au couteau. Et il y a eu des morts, vous m'avez dit, parce que ça a été un véritable carnage. C'est abominable. Et
Et c'était le restaurant universitaire que fréquentait votre frère? Ben oui, puisqu'il était étudiant en médecine à la fac de médecine, donc c'était à côté. Et ça s'est passé il y a combien de temps à peu près? C'était dans les années 80, entre 82 et 85 à peu près. D'accord, très bien. Donc là, vous avez à peu près les oui, complètement. Et là, il a eu le réflexe aussi, comme pour le premier, comme à chaque fois, il s'est rendu compte, de l'écrire. Mais 3 jours plus tard, que ça s'était passé. Oui, tout à fait. Alors là, je me retourne vers Renaud Évrard. Renaud, voilà encore, un cas que je dirais qu'on peut mettre en parallèle avec le premier concernant cet ami marin qui est décédé. Oui, tout à fait. Là même, la mise en scène colle parfaitement, quasiment. Là, tout à fait. Après, c'est vrai que les questions que moi je me pose, parce que des cas comme ça, on en voit très souvent, mais c'est la réaction qu'a pu avoir votre frère à la fois après ce rêve et à la fois après en découvrant qu'il y avait une part de réalité dans son songe. Et là, je pense que ça a dû être un peu difficile. Je me demande bien comment il a pu comprendre lui-même la chose et si c'en est pas un peu voulu d'avoir vu ça et d'avoir rien vu, de prévu. Là, je me tourne vers vous, Pierre Massias, parce que là, c'est vraiment le cas le type de question que doit se poser quelqu'un qui vit un rêve prémonitoire, c'est-à-dire, est-ce que je suis coupable? Est-ce que c'est parce que je l'ai rêvé que ça s'est passé? Est-ce que j'aurais dû intervenir pour pas que ça se passe? Vous voyez, c'est ce genre de questions que doivent se poser ceux et celles qui ont vécu des rêves prémonitoires, qui nous écoutent, par exemple. Parce que c'est un côté un petit peu traumatisant. Oui, votre micro est en train de lâcher, je crois. Là, c'est bon? Allez-y. Oui. Voilà, il est revenu. Ça y est, c'est bon. Alors, oui, c'est en fait c'est un sentiment général pour les gens qui vivent ce genre d'événements, que ce soit une prémonition, voyance. C'est, comme on le dit assez souvent, c'est souvent à l'occasion de phénomènes, d'événements tristes, sinistres. Et les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive et ils ressentent un sentiment de culpabilité extrêmement fort. On se pose toujours la question, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi moi? Pourquoi ça s'est passé? J'ai pu le voir comme ça. Il y a plein de questions qui viennent à l'esprit à ce moment-là parce qu'on est complètement désorienté. Alors que la voyance, c'est encore une fois une acquisition d'informations. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais c'est une acquisition d'informations. Qui dit l'acquisition, c'est passif. On reçoit quelque chose, on reçoit une information. Ça, on le prend, voilà. Il y a pas de notion de culpabilité à avoir. Bien au contraire, elle est limitée. Même chez des gens chez qui ça peut arriver plusieurs fois dans la vie ou plusieurs fois de suite, ou tout d'un coup, c'est le genre d'événement qui va apparaître plus souvent dans la vie. Ces personnes se posent plein de questions. Pourquoi moi, encore une fois, et toujours ce sentiment de culpabilité qui revient, alors que ça peut être je dirais pas une bénédiction, mais il faut le vivre aussi. Il faut essayer de se mettre à la place de gens qui vivent ça dans leur corps, dans leur chair, qui sont complètement impliqués. Il faut le vivre, c'est pas évident, surtout au quotidien. Mais c'est pas de leur faute, tout simplement. On va faire une première pause et on va retrouver ensuite mes invités pour continuer à analyser ce cas. Ces deux beaux témoignages que nous a rapporté Gilles de Carcassonne. Grégory Gutiérrez va intervenir dans quelques minutes et Renaud Évrard sur cette question justement de sentiment de culpabilité quand on voit comme ça le décès de quelqu'un et on se dit j'aurais peut-être pu l'éviter ou pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Enfin, ce genre de question qui doit tarauder ceux et celles qui les vivent. Et puis on répondra également à la question que Christelle de Cahors nous envoyait par SMS. Je vous la révélerai tout à l'heure, juste après cette pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler si vous pensez avoir vécu quelque chose qui est dans le domaine du paranormal. Vous nous appelez. Mes invités sont là pour essayer de répondre à vos questions, vous donner des pistes de réflexion. 0826 300 Morad est au standard pour recueillir vos appels. Et puis vous pouvez également, comme Christelle de Cahors, nous envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange,
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mes invités, Pierre Macias, collaborateur à cette émission et qui est le webmaster également d'un site qui fait référence dans le monde du paranormal. Ce site a pour titre psiland.org, psiland.org. Également à mes côtés, le journaliste réalisateur Grégory Gutiérrez. On parlera avec lui de son documentaire qu'il a réalisé concernant Maude Christiane avec une voyance, et c'est la première fois que Maude Christiane a accepté de se faire filmer lors d'une voyance avec une de ses clientes, et Renaud Évrard qui est en notre compagnie, qui lui fait partie du GEIMI, c'est-à-dire des jeunes de l'Institut Métapsychique International, pour résumer, hein, Renaud Évrard. Tout à fait. Voilà. Alors, revenons donc sur cette question. Et là, je vous passe la parole, Grégory Gutiérrez, sur ce sentiment de culpabilité comme ça que peuvent ressentir les gens quand ils vivent, comme le frère de Gilles, des rêves prémonitoires. Je voulais juste intervenir pour donner une autre raison beaucoup plus pragmatique pour laquelle on peut parfois hésiter à en parler quand on a ce genre de rêves prémonitoires. C'est la mésaventure qui est arrivée à un étudiant de 26 ans américain en 1980, qui s'appelait Lynn Scott. Qui un vendredi soir dans la nuit fait un rêve atroce dans lequel il voit dans une ruelle sombre une jeune fille frappée à mort par un homme avec un objet, une sorte de massue, quoi. Et ce rêve est tellement fort chez lui que ça le réveille. Il en parle tout de suite à sa femme, complètement en état d'effondrement psychique important, parce qu'il est très troublé. Il a l'impression que c'est pas normal du tout, et il est tellement choqué par ce rêve que sa femme lui dit écoute, on sait jamais, parle-en à la police. Donc le lendemain matin, il va au poste de police le plus proche pour raconter son rêve. Il est tout de suite menotté parce qu'effectivement, dans la nuit, on avait découvert une jeune fille visiblement frappée à mort par un homme. D'accord. Et le malheureux Lynn Scott, il se trouve que les policiers, dans leur enquête dans l'après-midi, retrouvent sur le lieu du crime, dans cette impasse sordide, quelques cheveux qui pourraient être les cheveux du jeune Lynn Scott. Et le jeune homme a passé 7 années en prison, quand même, accusé du meurtre de la jeune fille, avant qu'un deuxième procès soit entamé au bout de 7 ans, dans lequel on a découvert finalement que la fameuse preuve des cheveux avait été plus ou moins traficotée par les flics à l'époque, qui étaient persuadés d'avoir mis la main sur un fou furieux, etc. Donc ça, c'est le genre de petite anecdote qui peut montrer qu'effectivement, quand on a ce genre de rêve prémonitoire, on peut hésiter à vouloir en parler autour de soi, tu sais, pour se retrouver en prison par la suite. Alors c'est le genre de celle-là est vraiment énorme, quoi, et étonnante, mais j'imagine que si on a ce genre de rêve prémonitoire et qu'on se rend compte le lendemain qu'il y a un fait divers qui y ressemble beaucoup, moi j'aurais beaucoup d'hésitation à aller voir la police pour lui dire. Après avoir entendu cette histoire, ça je comprends complètement. Renaud, que pensez-vous de ce sentiment de culpabilité que peut avoir quelqu'un qui vit ce genre de phénomène? Déjà, il y a plusieurs choses. Il y en a qui se disent, comme vous l'avez dit d'ailleurs, que c'est le fait d'y avoir pensé qui a provoqué l'événement. Alors là, non, je dirais, c'est vraiment, c'est trop se donner de la toute puissance à la pensée. Donc c'est pas vraiment une bonne chose. Ça va pas aider. Et la deuxième chose, c'est que qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer ça? Et on se rend compte que il n'y a pas tellement de solutions, parce que même on peut pas aller voir la police directement. C'est-à-dire que des fois, les policiers vont écouter gentiment, voilà. Oui. Parfois, il y en a qui sont très ouverts à ça, qui utilisent ça dans leur enquête, mais c'est pas développé en France, je dirais. Enfin, il y a pas vraiment, il y a pas une structure comme ça où on pourrait utiliser toutes les prémonitions comme des signaux d'alarme pour prévenir des catastrophes, par exemple. Mais c'est quelque chose que les parapsychologues essayent de mettre en place, parce que c'est une application qui pourrait sauver des vies, et donc ça vaudrait le coup dans ce sens-là. Vous avez entendu parler de la dernière information, alors rumeur, intox ou info, selon laquelle l'armée américaine aurait réussi à débusquer la cache de Saddam Hussein grâce à un voyant qui leur aurait dit voilà, il est là, une espèce de sorte de remote viewing à la McMonagall, comme on dit. Enfin, c'est ce qui court dans les insolites des dépêches AFP ces temps-ci. Vous l'avez peut-être entendu, Renaud. Non, par contre, voilà. c'est peut-être une mauvaise interprétation de ce qui a pu être fait, parce que il y a eu effectivement des recherches faites par un parapsychologue qui s'appelle Stefan Schwartz,
qui sera d'ailleurs en décembre à Paris, à Limy. Ouais. Et il a fait ça avec un groupe d'étudiants, voilà, qui devaient justement essayer de s'imaginer où était la cachette de Saddam Hussein, dans quelles conditions, et ils ont réussi à avoir certaines informations très intéressantes, comme le fait qu'il y aurait une grande quantité d'argent à côté de lui, qui se soumettrait immédiatement, où est-ce que un peu l'environnement où était situé, et donc ils ont eu quelque chose d'intéressant, mais qui en fait n'a pas été utilisé par l'armée américaine, c'était assez indépendant dans ce sens-là. Et donc après, il y a peut-être une réinterprétation comme quoi c'est un jeu de la voyance. C'était encore plus précis que ça d'ailleurs, hein, parce que les étudiants avaient parlé d'un Saddam Hussein qui avait eu un aspect de clochard avec une longue barbe, un air hagard, qui serait retrouvé dans une cachette sous la terre, entre un chemin et un ruisseau, etc. Enfin, c'était très précis. Ils avaient quand même des infos assez précises, quoi. D'accord. Alors, vous le savez, vous pouvez intervenir par mail, intervenir par SMS. Je vous rappelle les SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace sur votre portable, vous rédigez votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Je vais en arriver au SMS de Christelle de Cahors, mais là je vais vous lire un email que l'on a reçu donc sur la boîte mail des aventuriers de l'étrange. Alors notre email c'est simple, c'est étrange au singulier étrange@sudradio.fr. Vous voyez, c'est vraiment très simple, étrange@sudradio.fr. Voilà ce que nous a envoyé Serge qui dit j'ai découvert par hasard que mon ex-femme avait enroulé une photo de moi autour d'un petit caillou et mis le tout dans une enveloppe avec mon nom dessus. Peu de temps après, j'ai trouvé, en défaisant la literie de ma fille, une enveloppe pliée en 4 avec à l'intérieur un petit caillou. Je savais que ma femme s'intéressait au tarot, mais pas au point de faire ce genre de simulacre. Je ne connais pas la signification de ces actes et j'aimerais que vous me donniez une explication. Je vous remercie. Conclut ce mail. Alors, est-ce qu'il y a des spécialistes parmi vous de petits cailloux dans lesquels, enfin, autour duquel on enveloppe une photo, Grégory? Non, ce qui est certain, c'est que pour la femme de ce pauvre homme, ça avait certainement une signification. Ah oui, ça c'est clair. Essayer de lui dire quelque chose, d'influer sur lui. Ou de faire quelque chose. En tout cas, Renaud, une idée? Non, enfin, vous qui nous écoutez, appelez-nous au 0826 300 300 si vous avez la clé du mystère. Renaud, une piste? Non, hein. Non, je sèche aussi en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est une pratique traditionnelle, hein. Enfin, que de la sorcellerie, où on peut s'imaginer que c'est du vaudou. C'est vrai qu'il faudrait. Je sais pas comment il l'a perçu. C'est vrai que là, ça a pu lui faire peur, mais c'est pas une chose forcément négative derrière. Oui. Enfin bon, oui, Pierre. Oui, on trouve ce genre de signes, je dirais entre guillemets, dans les fermes, même très proches alentour de Toulouse. Dans certaines fermes ont pas mal de caches d'ailleurs, plusieurs caches dans lesquelles les fermiers mettent des crucifix ou mettent des objets censés les protéger contre le mauvais œil. Oui, pour contrer le mauvais œil, contrer le mauvais sort, etc. Ce sont des pratiques qui sont très très courantes à la campagne, je dirais, et qu'on rencontre aussi en ville. C'est des procédés plus élaborés, plus intellectualisés, où on va utiliser des pierres, pourquoi pas, les boulettes de plumes, plein d'artifices comme ça. Je crois que c'est Dominique Camus qu'on pourrait inviter. Ah oui, Dominique Camus, tout ça. Ethnologue, lui aurait la réponse. C'est vrai. Oui, tout à fait. Enfin, vous qui nous écoutez, si vous avez la réponse à la question que nous pose Serge, vous nous appelez au 0826 300 300. Ça nous intéresserait de savoir ce que ça veut dire de cette photo. Enroulé autour d'un petit caillou, mis dans une enveloppe avec le nom de la personne dessus. C'est son ex-femme qui avait fait ça, donc ex-femme et qui a fait ça devait pas être gentil. Je sais pas, ou peut-être pour le faire revenir. Enfin, j'en sais rien. Et une enveloppe pliée en 4 avec à l'intérieur un petit caillou, également glissé sous la literie de la fille. Donc l'ex-femme avait sans doute été conseillée par un marabout quelconque, visiblement, qui avait rempli le caillou d'énergie négative. Ce genre de choses. À partir du moment où la femme y croit. Alors ça n'a d'effet sur le monsieur que si lui-même est réceptif à ce genre de choses et va commencer à s'inquiéter, et à partir de là les soucis arrivent. D'un seul coup il va se rendre compte que le verre est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et là la machine se met en branle. D'accord. Alors avant de retrouver le prochain témoignage de Christophe qui va nous appeler de Nîmes, je vous lis donc ce SMS de Christelle de Cahors qui nous l'a envoyé. Quelle est la différence, bonne question vous allez voir, entre la voyance et le rêve prémonitoire?
Question à 10 sous. Pierre Massias pour commencer. C'est la même chose, mon colonel. Non, c'est simplement la situation dans le temps. La voyance, dans le langage populaire, on assimile voyante, on va voir la voyante pour prédire l'avenir. En fait, le phénomène de voyance, ça ne correspond pas à l'avenir, ça correspond au présent. C'est l'acquisition d'une information cachée, éloignée, mais ça se passe au temps présent. La prémonition, dans tous les cas, c'est un événement qui est vu dans le futur. C'est ça la différence. Voyance, présent, prémonition, futur. D'accord. Et si je peux intervenir aussi, il y a une notion intéressante à creuser aussi derrière ça, qui est un débat assez sous-jacent, même chez les parapsychologues entre eux, qui est la différence, est-ce qu'il faut faire ou pas un distinguo entre la voyance et la télépathie? Joseph Rhine, l'inventeur de la parapsychologie moderne, lui, avait fini par parler de General ESP, c'est-à-dire de perception extrasensorielle générale, pour éviter avoir à faire un distinguo. Et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, dans les années 1970, il était pas loin de penser, c'est dans ses derniers articles, derniers livres, que tout pouvait peut-être se réduire à des phénomènes de voyance. Et ce qui est intéressant, c'est de noter la manière dont la conception de télépathie a émergé dans les débats. On est à la fin du 19e siècle, à l'époque où on commence à utiliser la communication par câble, puis ensuite les communications radio. Donc quelque part, le concept de télépathie, même le mot même de télépathie, était une manière de rationaliser un phénomène qu'on comprenait pas. C'est-à-dire, si ça marche avec les câbles, avec les ondes radio, ça doit être la même chose pour la conscience humaine quelque part. Le cerveau doit émettre des ondes. Donc à l'époque, me semble-t-il, la télépathie était vraiment vécue comme une avancée théorique parce qu'elle permettait d'expliquer par des modèles physiques connus à côté le mécanisme qui permettrait d'expliquer ces phénomènes curieux de prémonition et autres. Renaud Évrard, la différence entre la voyance et le rêve prémonitoire pour vous? Non, je n'ai rien à rajouter. Je pense que tout a été dit de ce côté-là. Tout à fait bon. Parfait. Très bien. Donc, nous allons maintenant découvrir le témoignage de Christophe qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Christophe. Bon, ça va, pas trop le trac? Bon, non, ça peut aller. Bon, allez. Alors, mon cher Christophe, vous nous avez appelé et on a longuement discuté au téléphone tous les deux avant de passer à l'antenne parce que vous avez vécu une mésaventure malheureusement qui doit être, j'imagine, assez fréquente et c'est pour ça que je vous ai demandé d'intervenir dans notre émission pour en parler et mettre les autres personnes en garde contre les agissements de certains voyants ou certaines voyantes. Alors vous habitez à Nîmes et vous avez fait appel à quelqu'un. Racontez-nous ce dont il s'agit. D'abord, c'était pour rencontrer quelqu'un, c'est ça? Mais disons que j'ai eu une relation cet été. Et disons que par rapport à une annonce, j'ai demandé, vu que je n'ai pas beaucoup de chance par rapport aux relations que j'ai, une protection. Cette personne m'a dit, il n'y a pas de problème, vous me donnez 700 € et je vous fais une protection pour que cela dure sacré moment, sachant que j'avais raconté comme quoi je n'avais pas beaucoup de chance dans mes relations. Et donc cette voyante que vous êtes allé voir ou ce voyant que vous êtes allé voir vous a dit 700 € et moi je fais quelque chose de magique qui fait que ça va durer longtemps et il n'y a pas de souci quoi. Voilà, mais disons qu'elle m'a dit moi je vais tout renforcer, disons que c'est une personne un peu du style qu'elle va vous manger dans la main, elle va penser qu'à vous, elle va vous téléphoner tout le temps, elle va rêver de vous, ceci, cela. Et disons que la mésaventure qui m'est arrivée, ça a marché une dizaine de jours. 15 jours après, je sentais la personne qui s'éloignait. Je refais appel à la même voyante. Elle me dit, je vais arranger l'affaire, mais par contre, il faudrait rajouter. Et on va taper beaucoup plus fort, on va faire du vaudou. Elle m'a dit, c'est 500 de plus. D'accord, donc 700 € pour commencer, et là 500 € de plus. Voilà, Et alors? Pas de nouvelles, rien du tout. Je sentais la personne qui s'éloignait. Je téléphonais souvent. Bon, c'est un portable et toujours la même chose. Je travaille. Rien du tout, même pas
capable de me dire quel jour elle allait m'appeler, si elle allait m'appeler. Disons que je partais en grosse déprime. Je me raccrochais à ce que la voyante me disait par rapport, oui, elle va revenir, mais elle ne revenait jamais. Mmh. Et là, actuellement, où en est cette relation? Elle est définitivement terminée? Mais disons que pour moi, j'ai mis un gros arrêt parce qu'il y a beaucoup de distance qui nous sépare. Ouais. Et la voyante m'avait donné un liquide à faire boire à cette personne. Bon, à mon avis, de l'eau sucrée, soit. Et je lui ai fait boire et la voyante m'avait dit elle viendra plus souvent chez vous, Bon, pas de problème, moi, ignorant, j'ai voulu croire, j'ai cru. Et disons que la personne, elle est venue une fois chez moi. Bon, on a fait... Voilà. Ouais. Et disons que, bon, après, elle n'est plus jamais revenue. Je suis allé voir l'ami qui était loin de chez moi. Et disons qu'on s'est plutôt pris la tête que autre chose. Ouais. La voyante m'a dit, il n'y a pas de problème, moi je vais vous régler ça. Et disons que bon, c'était plutôt des mensonges, ça m'a hyper déçu. Et disons que quand la relation à ce moment, elle est finie, j'ai téléphoné à la voyante pour lui demander le pourquoi du comment. Elle commence à me dire, il faut des mettre un peu plus. Je lui dis, moi, voilà, je peux pas mettre de plus parce que niveau financièrement, bon, c'était pas, j'avais pas assez. Et disons que j'ai dit, voilà, ce que vous m'avez raconté, ça n'a pas marché. Vous n'êtes pas capable de me dire, tel jour elle va revenir, vous allez faire ceci, cela, qu'elle m'avait promis un avenir. Moi, je serai avec elle. Et j'ai dit, voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit, moi, je vous dis que je travaille. Mais je dis, il n'y a rien qui se passe. Mais si rien se passe, remboursez-moi. Non. Ouais. Et quel est votre sentiment maintenant? Ben, mon sentiment à moi, disons que je me suis fait arnaquer. Disons que, à mon avis, à moi, il y a beaucoup de psychologie derrière. Et beaucoup de paroles. Disons que, bon, j'ai désespéré par rapport à, bon, c'est que la personne que j'avais, elle était loin de chez moi, j'avais des nouvelles, et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Je me suis dit, pourquoi? Et bon, lisant les annonces, retour d'affection, ceci, cela, je me suis dit, bon, ça peut marcher, ça doit marcher. Ouais. Je pense qu'ils tapent dans des choses, des personnes qui sont, enfin, déprimées, parce que, disons, quand on sent une relation qui s'éloigne, nous, on déprime, et bien disons sûr. Que, bon, on essaye de se raccrocher à n'importe quoi, et à n'importe quel prix. En tout cas, ce que je constate, Christophe, si je puis me permettre, c'est que vous êtes quand même très lucide vis-à-vis de tout ça. J'ai l'impression que vous en avez tiré les leçons, j'ai envie de dire, non? Mais disons que, voyant rien venir, disons que ça fait 4 mois que cette voyante travaillait pour moi, enfin, soi-disant, par rapport à des photos, tout ça, et je pensais que, enfin, elle me menait pour dire un bateau. Et disons que bon, j'ai réagi par rapport, bon, les sommes, ils augmentaient, et je suis pas milliardaire, le problème est là. Et puis ça fait 1200 € quand même. 1200 €, je l'étais à la poubelle. Ouais, c'est malheureusement ça. Christophe, vous restez avec nous. Mes 3 invités vont réagir à ce témoignage. Je vous remercie d'abord d'avoir eu le courage de nous en parler parce que c'est pas évident, surtout à l'antenne. Mais c'est vraiment pour essayer de faire passer le message suivant à ceux et celles qui nous écoutent que ce genre de charlatans malheureusement sévissent pas seulement dans notre grand sud, mais un petit peu partout en France. Une pause et on se retrouve avec mes invités. Renaud Évrard, Pierre Macias, Grégory Gutiérrez, pour discuter ensemble de ces arnaques à la voyance. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Bientôt, nous allons consacrer une émission entière à ce problème des charlatans, d'escroquerie à la voyance et au marabout de tout poil. Alors, je remercie encore, merci Christophe, vous nous appelez de Nîmes, je le rappelle, d'avoir eu le courage d'en parler parce que là, franchement, la leçon vous a coûté cher, vous a coûté 1200 € quand même. Financièrement, vous vous en sortez maintenant ou c'est quand même difficile? Mais disons que ça fait 2 ou 3 jours où j'ai dit à la voyante, bon, mais c'est fini. Ouais. Et disons que bon, oui, financièrement, je m'en sors. Et ça m'a mis un coup moral, pourquoi? Enfin, moral, financier. Parce que la personne, l'amie que j'avais, elle habitait à 500 km de chez moi. Ouais. Et je suis allé la voir, le mois dernier, et ça m'a coûté, pas loin de 600 € parce qu'il a fait que je paye l'essence, je paye l'autoroute, je paye tout ça. Et il a fait que je dorme à l'hôtel, soit. Ouais.
Et quand je suis revenu chez moi, le comte, il pleurait un petit peu. Ah oui. C'est pour ça que j'ai dit, il faut arrêter les conneries. Ouais. Je me tourne vers mes invités, Pierre Macias. Malheureusement, ce genre de cas n'est pas unique. Il y a des gens qui exploitent vraiment la déprime et la détresse humaine. Tout à fait. Et il est pas unique. Il est même extrêmement courant. C'est en justice ce qu'on pourrait appeler profiter de la faiblesse des gens. Ouais. C'est très pratiqué, c'est très facile. On a tous, vraiment tous, tendance à perdre le minimum de rationalité qu'on peut avoir habituellement quand on se retrouve confronté à des problèmes de santé. Dans le cas de Christophe, à des problèmes amoureux, pourquoi pas. On peut avoir des problèmes financiers et à ce moment-là se trouver complètement démuni et perdre vraiment toute rationalité, tout esprit critique et se tenter sa chance, dire on va essayer de remonter la pente ou on va essayer de récupérer la situation en s'adressant à un tel qui promet monts et merveilles. Alors c'est un problème, c'est une réaction typiquement humaine. Bien sûr. Il faut à ce moment-là essayer de récupérer un petit peu de sens critique, peut-être en essayant d'établir des points de repère. Quand on va faire une émission spécifique sur ce problème-là, on pourra donner plusieurs points de repère. Mais là, en écoutant Christophe, il m'est venu à l'idée que finalement, si quelqu'un va voir quelqu'un qui va proposer des travaux occultes, retour d'affection, etc. Finalement, le premier point de repère, c'est se dire, plus la personne est sûre d'elle, plus elle demande cher, plus il faut être prudent. Plus c'est un escroc. Voilà. En gros, il faut être clair, quoi. À tous les coups, ce sera ça. Ouais. Les gens qui sont sincères dans leur démarche ont une attitude plutôt humble. Et ce sont des personnes qui ont de grandes qualités humaines. En s'intéressant au domaine de la parapsie, en touchant près le domaine, on en a tous rencontré comme ça. J'ai personnellement rencontré des magnétiseurs. Et même si on se dit, même si on met en doute leur faculté de magnétiseur, leur possibilité de magnétiseur, on leur reconnaît des qualités humaines indéniables. Ces gens-là, en général, sont humbles. On a vraiment plaisir à être avec eux, à partager avec eux. C'est pas le grand Manitou qui, à grand coup de vaudou, va vous apporter toutes les richesses du monde. Ni de liqueur particulière, etc. à faire boire à l'être que l'on convoite. Grégory Gutierrez. On peut résumer très simplement. Le praticien du paranormal vous promet un retour d'affection rapide. Courez à toutes jambes. Il faut fuir. Il faut fuir tout de suite. La question se pose pas. À la limite, même un entre guillemets bon voyant, quoi. Enfin, quelqu'un d'honnête, et j'en ai rencontré quelques-uns, commencera toujours lors d'une séance par vous faire quelques petites tentatives avant sur votre passé, votre présent assez précises. Et aura l'honnêteté, si ça ne marche pas, si ça n'accroche pas, de vous dire, écoutez, je suis désolé, mais ça fonctionne pas trop avec vous. Je suis désolé de vous avoir fait vous déplacer pour rien. Mais là, je me tourne vers Renaud Évrard. En ce qui concerne les retours d'affection, les filtres à faire boire, etc., quelle est votre opinion là-dessus? Et puis sur le cas de Christophe, je rappelle quand même 1 200 €. Oui, 1 200 €. On a vu pire aussi, c'est ça qui est... Oui. Mais pour quelqu'un qui n'est pas déjà très riche, c'est une fortune, quoi, évidemment. C'est une fortune. Ce qui se passe, en fait, c'est que, comme a dit Pierre Macias, ça peut arriver à tout le monde. Quand on écoute Christophe, on a l'impression que peut-être qu'il a fait part d'une certaine naïveté due à son souci relationnel, amoureux. Mais ça, on en a tous, des soucis de santé, des soucis relationnels qui peuvent nous pousser jusqu'au champ de la voyance, un champ qui nous est complètement inconnu, en fait, en général. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment faire la différence entre les phénomènes qui sont possibles et les phénomènes qui sont prétendus, comme le filtre d'amour, la possibilité du retour d'affection, l'influence à distance sur la personne, les manipulations. Enfin, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, et peut-être que une des solutions, ce serait de mieux connaître le phénomène de voyance
en lui-même. Donc là, je tends une perche aux travaux scientifiques et aux observations que fait Grégory Gutiérrez, par exemple. Mais ça, ce serait une solution. Il y a aussi des voyants qui ont essayé de s'organiser pour faire le tri dans leur profession entre justement les gens qui se prétendent voyants mais qui ne respectent pas une déontologie et une pratique vraiment qui pourrait même se professionnaliser d'une façon un peu plus sérieuse. Et c'est vrai que là, la question que j'aimerais poser à Christophe, mais est-ce que ça va pas l'empêcher, lui, de continuer et de retourner voir une voyante, mais peut-être une voyante qui serait une meilleure praticienne, un voyant, éventuellement. Mais Renaud Évrard, j'aimerais quand même savoir, enfin là je pose la question à Pierre Massias et à Grégory Gutiérrez, enfin Grégory y a répondu, le retour d'affection, c'est de l'arnaque quand même, quand quelqu'un vous dit, je vous fais revenir chez vous, elle va penser à vous tout le temps, elle va vous appeler tous les jours, elle va être folle amoureuse de vous, ou fou amoureux de vous, c'est de l'arnaque quoi. C'est pas forcément de l'arnaque, parce que ce qui va se passer là, en fait, c'est que le phénomène, il peut se réaliser. Que la personne le prétende, ok, mais ça va changer effectivement l'attitude, peut-être positive. Et là, ce qu'il y a comme de malencontreux, c'est qu'on peut pas dire que ça n'existe pas, parce que si ça se produit, et des fois ça se produit, il y a vraiment un retour d'affection ou des phénomènes, enfin, qui sont en tout cas perçus comme ça. Et donc là, on rentre dans un jeu où le jugement négatif a priori casse tout, enfin, crée un obstacle, un gouffre, et la personne est un peu plus embrigadée dans ce mouvement. Alors, je reformule ma question d'une manière différente pour avoir une réponse peut-être un peu plus claire. Quand on lit une petite annonce, retour d'affection garantie, retour de l'être aimé, etc. dans le journal, me consulter tel numéro de téléphone, là on est d'accord pour dire c'est de l'arnaque, Pierre Massias. Oui, manifestement. Là, ça sent le charlatan à plein nez, quoi. Faut même pas gaspiller le prix d'une communication téléphonique pour les appeler, quoi. Même pas, non, tout à fait. Non, c'est pas la peine du tout. Alors, effectivement, comme disait Renaud Évrard, on peut se retrouver en situation quand même où la demande va être satisfaite, je vais dire. Pas par le praticien, soi-disant travaux occultes, etc., mais parce que la personne aura réagi à... Le client, entre guillemets, se sera mis dans une position psychologique plus ouverte, plus... Exactement, donc il va se montrer... On peut imaginer, on peut faire l'hypothèse que dans certaines situations, il va se mettre en condition de réaliser, en fait, lui-même ce qu'il a demandé au praticien. Mais... ça, c'est tout à fait envisageable au niveau théorique, mais je suis persuadé que ça ne va pas se présenter en consultation réelle, parce que la personne qui vient consulter se soumet complètement au praticien. Il perd cette objectivité, cette activité. Il n'est plus actif, il est complètement passif par rapport au problème. Et par là même, son problème ne va pas se résoudre. Et surtout pas en payant. Et encore moins en payant finalement. Oui. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc dès que vous voyez ce genre de petite annonce, surtout fuyez très très vite. Alors je vous l'ai dit, vous avez entendu ce qu'on appelle la promo dans notre jargon passé dans l'émission. Nous sommes en train de préparer avec Pierre justement une émission qui sera entièrement consacrée à tout ce qui est arnaque à la voyance, marabout, etc. Donc si ça vous est arrivé, nous avons besoin de vos témoignages pour pouvoir éclairer ceux et celles qui nous écoutent. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300 pour que l'on puisse collecter des témoignages, en discuter avec vous, peut-être vous aider à faire quelque chose, peut-être vous aider à récupérer une partie ou toute ou partie de vos gains en nous fendant d'une lettre pour essayer d'appuyer votre demande dans la mesure de nos modestes moyens. Nous en arrivons maintenant à la fin de cette émission. Il nous reste juste une poignée 2 minutes avant de conclure, puisqu'il est 23h54. Et là, j'aimerais, Grégory Gutiérrez, que vous nous donniez quand même, avant de refermer cette émission, quelques nouvelles concernant ce documentaire, voilà, que vous avez tourné donc sur Maud Christen, documentaire dans lequel on la verra pour la première fois, puisqu'elle a accepté dans l'exercice de son talent, c'est-à-dire en train de pratiquer la voyance dans son cabinet. En pleine consultation de voyance, avec une personne que nous lui avons amenée et qu'elle ne connaissait pas auparavant, évidemment. Bien sûr. Et qui est en fait un documentaire, quelque part sur le long terme, parce que la fameuse séance avait été filmée
en janvier dernier, ouais. dans le cabinet de travail de Maud Christen. Et ce qui est très intéressant, et on l'a fait exprès, de laisser passer vraiment du temps entre le moment où on a filmé ça et le moment où on va sortir le documentaire à la fin, c'est de voir la manière dont la vie de la consultante a progressé entre-temps et les étonnantes coïncidences qu'on peut voir entre les prédictions de Maud et les conseils que Maud lui donnait en janvier et l'état de la vie de cette jeune femme aujourd'hui. Ouais. Alors, derrière ça, il y a énormément de questions qui se sont posées, même d'ordre d'éthique pour nous trois Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Oui, parce qu'évidemment, tout ce qui concerne l'intimité de la personne elle-même, il n'est pas question d'en faire étalage publiquement. Donc, on a eu pas mal à travailler là-dessus, relation de confiance à établir entre tous les acteurs de ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que donc c'est un documentaire sur le long terme qui voit. On a vraiment essayé de faire les 4 saisons quelque part entre janvier et aujourd'hui, et donc là en janvier prochain, on pense avoir vraiment bouclé tout ça. Et on a une chaîne de télévision qui est intéressée, on croise les doigts, on espère que ça va marcher. Mais donc c'est un documentaire qui va appeler, je pense, beaucoup à débat et à discussion. Parce que derrière cette simple, entre guillemets, consultation de voyance, qui déjà est hautement surprenante par rapport à ce qu'on peut s'attendre de ce qu'est une consultation de voyance, ou en tout cas tel qu'on se le représente au niveau culturel, dans des films, etc. etc. Ouais. Mais c'est aussi les questions que ça pose sur l'utilité de la voyance, finalement. Voir une voyance fonctionner, bon, si on ne sait pas qui est la personne vraiment, si on n'a pas son CV sous la main, on ne peut pas trop décider. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'utilité, quelque part, la pratique et l'éthique de la voyance pour des personnes qui vont consulter et à qui ça sert quelque part, qui sont pas simplement sous la coupe d'une autorité quelconque. Voilà. Et petite question pour conclure, ça a commencé à se réaliser, ce qu'avait dit Maud Christen à cette dame. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que je vais pas vous donner d'éléments concrets, mais juste comme ça pour. Ce qui est intéressant, c'est que la voyante, Maud Christen avait donc plutôt vraiment bien cerné la personnalité de cette personne. Alors nous, on le sait parce qu'on connaît bien cette personne, mais c'est très difficile à rendre dans le cadre d'un documentaire public. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a filmé cette personne par la suite en train de réagir au documentaire quelques mois plus tard. Et on voit dans les réactions de cette personne quelque part de réaction intime avec nous, elle nous connaît, donc elle est très à l'aise et elle réagit. On voit à quel point le portrait qu'on avait dressé Maud quelques mois auparavant était vraiment collait vraiment à la personnalité, était juste. Mais là où c'est très difficile, c'est ce que dit Maud aussi dans le documentaire, c'est que la voyance quelque part ressort, en tout cas dans sa pratique à elle, ressort de l'intime, de la personne intime de la personne, de la personnalité intime, pardon. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à rendre publiquement. Merci Grégory Gutiérrez, en tout cas, d'être venu nous rendre visite. Merci Renaud Évrard. Merci beaucoup. Ça a toujours été c'est toujours un plaisir de vous avoir dans les Aventuriers de l'étrange. À très bientôt. Une prochaine fois, oui. Ok, pour une prochaine session consacrée au témoignage. Pierre Massias, à demain. À demain. Puisque tu seras là demain aussi. Avec plaisir. Pour travailler. Oui, pas de souci. Merci Pierre. Merci à ceux et celles qui nous ont appelés, que l'on n'a pas pu prendre à l'antenne. Merci à ceux qui ont envoyé des SMS. J'invite d'ailleurs Monique de Nîmes qui nous a envoyé un SMS et Catherine de Narbonne de nous appeler au 0826 300 300, de nous laisser de vive voix une partie de leur témoignage et surtout leurs coordonnées pour qu'on puisse les rappeler, en discuter avec elles un petit peu plus tard. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour une autre émission des Aventuriers de l'étrange. Demain, le thème sera un mystère historique. Nous allons changer d'orientation un petit peu. Nous parlerons des mystères de Molière avec Jean-Jacques Barlois qui sera mon invité pendant 2 heures pour parler de cet homme de théâtre si célèbre. Mais pas mal de questions se posent à son sujet. Vous savez, cette histoire qui nous a fait rêver lorsque nous étions adolescents à travers les films de Cap et d'Épée, le masque de fer. Qui était ce mystérieux personnage qui a été jeté en prison, recouvert d'un masque de fer jusqu'à sa mort? Est-ce que ça pourrait être Molière?
Nous en parlerons. Et puis Molière a écrit beaucoup de pièces, mais est-ce que c'est vraiment lui qui les a écrites? Ou est-ce un certain Corneille qui les aurait écrites pour lui, moyennant finance? Eh bien, nous tâcherons du moins de répondre à ces deux questions mystérieuses demain dans Les Aventuriers de l'étrange, à partir de 22h. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, et Pierre Massias qui me donne un coup de main à les construire week-end après week-end. Bonne nuit et à demain.